Donc, les auto-encodeurs variationnels, ils sont très, très utiles, très intéressants. Donc, la dernière fois, on avait présenté les auto-encodeurs, tout simplement. On avait dit que les auto-encodeurs, en particulier, permettent de, par exemple, compresser des données en les faisant passer par bottleneck, donc qui réduit la taille des données, le Z, donc X, par exemple X c'est 300 et on met Z 100 ou parfois même moins. Avec MNIST, on avait vu que on avait X de taille, une image de taille 784 et on prend Z égale à 3. Donc vous voyez un peu la différence, la compression elle est très forte. Et ça permet en particulier, par exemple, de prendre des images et d'obtenir une version compressée, de les faire passer par un code. Et les autoencodeurs, ils sont composés d'un encodeur. Ici, c'est la fonction g indice phi de x. Phi, c'est les paramètres qui nous donnent z. Et puis, à partir de z, on utilise un décodeur et on obtient x'. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait en sorte que x et x' soient le plus proche possible à l'aide de la loss function, et donc avec la rétropropagation qui utilise la loss function qui est définie en bas, la norme de f θ, de f de g de phi de x qui est x' moins x au carré. Donc c'est l'erreur, un peu l'erreur de reconstruction puisqu'on essaye de reconstruire une image. Et le Z, quand on regarde un peu ce qu'on a au niveau de Z, on voit, par exemple, avec MNIST, que nous avons quelque chose qui ressemble un peu à ça. Ce que vous voyez, donc on l'a projeté sur un plan, on a obtenu des représentations des chiffres manuscrits. Parfois, ils se superposent et on ne peut pas bien les distinguer. Parfois, ils sont un petit peu, il y a des vides à l'intérieur, ce qui fait que, regardez, dans le décodeur, à partir de Z, quand je veux reconstruire, quand je veux générer, parce que quand j'ai Z, je peux l'utiliser pour générer un chiffre qui n'a jamais été écrit. Parce que l'auto-encodeur, qu'est-ce qu'il fait? Il apprend un peu les chiffres manuscrits, mais il apprend beaucoup plus le concept, c'est-à-dire comment ils ont l'air de quoi. Et donc, Z, on avait dit la dernière fois que Z, il se trouve dans une variété de dimensions réduites par rapport à l'espace des images de départ, qui était R à la puissance 784. Z, c'est R3, par exemple. Donc, ou R10, parce qu'on peut utiliser 10 pour avoir une représentation un peu plus riche des chiffres manuscrits. On avait aussi dit que Z, il retient les concepts, il retient un petit peu les informations qui permettent de décrire, pas les mesures, mais un petit peu les variables. Le mot variable, c'est beaucoup plus précis que des mesures que je prends. Okay, donc, et ça permet, donc, le fait que quand je vois un petit peu la représentation des données compressées dans l'espace temps, et que je trouve qu'il y ait des vides entre les points, ça veut dire que quand je prends un point dans le vide, ça ne va pas me donner un vrai chiffre. Il y a parfois des... ou alors, quand ils sont superposés, ça veut dire qu'il n'y a pas... C'est comme s'il n'y a pas une bijection, un difféomorphisme entre les points et les chiffres. Le décodeur ne va pas bien donner de bons résultats. Et c'est ce qu'on a constaté lorsqu'on exécute, à travers des exemples de la génération de données. Voilà, donc on prend aléatoirement dans l'espace latent une valeur et parfois il ne donne pas de bonnes images. Mais parfois, dans certains modèles génératifs, on obtient des images correctes qui correspondent
un petit peu à ce qu'on avait appris, ce que l'algorithme a appris. Donc ça, c'était l'auto-encodeur. Nous entrons X, il passe par un réseau de neurones, et puis Z, c'est une variable réduite, c'est la variable latente, et puis on fait un petit peu le chemin inverse, qui est symétrique au premier, pour augmenter la taille et retrouver X'. Ça, c'était les autoencodeurs. Avec on s'est dit, la même idée, on peut un peu l'exploiter à fond, on peut l'enrichir. Comment l'enrichir? C'est que nous avons un auto-encodeur qui nous donne Z, et puis à partir de X, et puis X' à partir de Z. On s'est dit, pourquoi ne pas bricoler un petit peu, innover au niveau de Z, faire des choses, d'accord? Essayer de capturer ou de capter des informations ou par exemple une dynamique ou des données, etc. Et parfois aussi jouer sur X et X', ne pas prendre X et X' la même chose, la même image. Ne pas essayer de reconstruire juste les données, mais parfois essayer d'apprendre une dynamique, par exemple, d'un système physique en particulier. Et donc, on travaille ici. On fait des processus donc, au milieu, au niveau de Z. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple? On peut, par exemple, prendre le Z, mais envoyer et bidouiller un petit peu, travailler, et puis retourner et puis faire la sortie. Essayer d'extraire des informations de Z. Et on va exploiter cette idée avec les autoencodeurs variationnels. Qu'est-ce qu'on fait dans les autoencodeurs variationnels? On entre X, on utilise un réseau de neurones qui réduit la dimension en général. En général, on réduit la dimension, mais au lieu de la réduire pour obtenir le Z, comme pour les autoencodeurs, comme vous voyez ici pour les autoencodeurs, qu'est-ce qu'on a fait? On va essayer d'extraire la moyenne des Z, d'accord, la moyenne des Z. Dans l'espace latent, on va s'intéresser à avoir une moyenne et une variance. Une moyenne et une variance. Au lieu d'avoir seulement une variable latente, une variable cachée. Et puis, à partir de cette moyenne et de cette variance, on va générer, générer un exemple de Z. Et puis, c'est cet exemple de Z qu'on retransmet, qu'on redonne à l'autre partie, au décodeur, donc à l'autre partie de l'auto-encodeur. Donc, coder, ça va être quoi? Coder, ça va être donner des exemples et essayer de constituer une moyenne et une variance. D'accord? Et après, à partir d'une moyenne et d'une variance, je génère d'une manière un petit peu aléatoire un Z. Et puis, le Z, c'est le Z qui va me donner la suite. C'est bien, donc on le fait. Donc, la seule différence ici, c'est qu'au lieu d'avoir seulement un Z, c'est comme si j'ai 2 fois Z, parce que j'ai 2 fois la taille de Z. Parce que je vais avoir une moyenne et un écart type à chaque fois, et une variance à chaque fois avec 3. Par exemple, ici, on avait pris 3, mais en général, on dit on va prendre D. Et là, c'est comme si on prend 2 fois D. On prend 2 fois D. On va pas calculer la moyenne. On va exiger d'une manière intelligente, en utilisant la rétropropagation, que le réseau va considérer que mu est une moyenne et que sigma, j'ai mis sigma et je parle de variance, d'accord? Parce que dans ma tête, je voulais mettre ici une variance, j'ai mis l'écart type. Ce n'est pas grave. Donc, voilà, on va dire mu et sigma, et l'écart type, d'accord, mu et sigma. Pourquoi on va lui imposer que
les 3 neurones ici, ou bien D, si jamais on avait mis D, D c'est la taille un peu de la variable latente dans l'auto-encodeur, et c'est la taille un peu de la moyenne et de l'écart type dans le cas du l'auto-encodeur variationnel. Comment, d'ailleurs, plusieurs questions se posent. Pourquoi passer par une moyenne et un écart type? Et puis comment on utilise, comment on les obtient? On obtient une moyenne. C'est quoi la moyenne? C'est la moyenne, comme j'ai dit. Imaginez que vous avez un autoencodeur. Vous auriez eu plusieurs Z. Encore plusieurs Z, parce que quand je mets le chiffre 4 manuscrit, donc dans l'autoencodeur, j'aurai plusieurs Z. Et d'ailleurs, ce sont les Z qu'on avait projetés ici. Excusez-moi, on a projeté ici les Z, appris, c'est-à-dire après l'apprentissage, on obtient des Z comme ça. Donc là aussi, la même chose, on va obtenir des Z. Mais ce qu'on souhaite avoir ici, c'est avoir la moyenne de Z. La moyenne des Z. Et puis, l'écart type. On ne va pas avoir une seule moyenne. Qu'est-ce qu'on va avoir et qu'est-ce qu'on souhaite avoir? On souhaite que les quatre, celui-là, tous les 4 me donnent la même moyenne, mais que les 2 vont me donner une deuxième moyenne, etc. Les 3 me donnent une autre moyenne et une autre variance. Parce que je cherche à représenter dans l'espace latent les chiffres, et ça c'est une condition que j'impose. Je veux représenter les chiffres, donc voilà, par une loi gaussienne. Donc j'aurai pour 4, le 4 sera là, un des 4, le 4 le plus, donc la forme la moyenne, d'accord, un peu des différentes formes, mais dans l'espace latent, ce n'est pas le 4 comme image, mais le concept de 4 va être représenté au niveau de l'auto-encodeur variationnel, et puis les autres 4, ils doivent être ici, c'est-à-dire les représentations dans l'espace latent des autres 4 vont être autour. Et j'impose que cela soit le plus proche possible d'une loi gaussienne, d'une loi normale. Donc, pourquoi j'arrive à imposer? Dans les réseaux de neurones, quand on veut imposer quelque chose, on l'utilise dans la loss function. La loss function, dans la fonction perte. D'accord? Donc, on va mettre dans la loss function, on va imposer que, d'une part, que c'est le premier, les mu qui est là, mais mu, finalement, c'est 3 neurones dans notre cas, ou bien des neurones dans le cas général. Nous allons imposer que mu soit la moyenne et que sigma soit l'écart type. On va l'imposer. Comment on l'impose? On l'impose parce que à partir de mu et sigma, nous allons reconstruire Z en considérant que mu et sigma sont les moyennes. Et puis, on va remonter l'écodeur et puis on va comparer x' obtenu à x. Nous avons supposé que mu, c'est la moyenne, et sigma, c'est l'écart type pour construire Z et puis pour remonter. Et nous allons minimiser l'écart entre x' et x. Le fait de minimiser l'écart entre x' et x sur la base que mu et sigma sont les moyennes, ça va obliger le système à, parce qu'on va il va apprendre, il va faire plusieurs époques et faire traiter plusieurs exemples, prendre plusieurs exemples, il va finir par s'ajuster, par ajuster les paramètres de manière à ce que l'encodeur génère la moyenne et génère l'écart type. Donc ça, c'est le première chose que l'on fait. Donc, par la loss function de reconstruction, on va essayer de minimiser en utilisant la rétropropagation standard, va faire en sorte que
que mu soit la moyenne et que sigma soit l'écart type. Il y a là un petit problème, c'est que, qu'est-ce qu'on fait dans ce, qu'est-ce que j'avais dit qu'on fait? J'avais dit qu'on prend X, il est envoyé dans l'encodeur, il va générer donc, mu et sigma, d'accord? Et puis, mu et sigma, c'est comme si, on va dire, il va générer une couche avec 2 fois D, donc un tenseur de taille 2 fois D. D, c'est quoi? C'est la taille que l'on souhaite donner à la variable latente. Et puis, on va générer d'une manière aléatoire un Z. Le problème ici, et le Z, bien sûr, on l'envoie au décodeur, on nous donne X'. Le problème qu'on a ici, c'est que le Z, comme il est généré d'une manière aléatoire, je ne peux pas faire la rétropropagation parce que pour passer de Z vers mu sigma, c'est une fonction aléatoire, donc il pose problème. Donc pour ça, les gens ont proposé le reparameterization trick, c'est qu'on dit pour passer de mu sigma vers Z, on va tout simplement écrire que Z, c'est quoi? C'est mu plus epsilon sigma enlevé. Si on utilise la variance, bien sûr, on met la signe carré. Donc, Z, c'est quoi? C'est mu plus epsilon fois l'écart type, qui suit une loi, donc disons N 0, voilà, 1, par exemple. On va supposer qu'il est constant, il n'influence pas donc, la rétropropagation. Et on l'utilise pour obtenir Z. Mais la dérivée de Z aux paramètres qui sont avant, donc précédents, qui les précèdent, se fait sans problème. Mais, donc Z, c'est une variable aléatoire, mais c'est une variable aléatoire, mais pour mu et sigma, elle est bien déterminée. Mais un peu l'aléatoire, il vient d'une variable qui n'a rien à voir avec ce qui précède. Donc, comme ça, on peut faire la rétropropagation sans problème. Et ce qu'on souhaite avoir en plus, on veut que les points, les Z, par exemple, quand je prends les 4, j'avais dit ici, nous avons plusieurs cas. Les Z dans l'espace latent, d'accord, je vais imposer que dans l'espace latent, j'ai une loi P de Z qui est gaussienne, d'accord, ou proche d'une loi gaussienne. Donc voilà, ça c'est quelque chose aussi que j'impose. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de faire des choses intéressantes qu'on pourrait voir peut-être dans un autre webinaire. En particulier, ça permet de créer un espace latent bien constitué, bien structuré, et donc aussi de générer comme on a fait avec les images, des photos, on peut générer des photos, des images, de nouvelles images qui n'ont jamais existé à partir quand le réseau apprend et qui soient bien structuré, c'est-à-dire l'espace latent soit bien structuré. Donc, si je prends un point, je suis sûr que ça va me donner quelque chose de bien, de correct. Et donc, je termine pour ne pas trop attarder. Ça résume un petit peu ce qu'on fait. Normalement, les données ils sont un petit peu, ils sont proches d'une variété, c'est sûr. On a déjà parlé de ça dans d'autres webinaires, mais ils ne sont pas bien structurés. Donc, si je prends les X, si je prends les images de départ, je ne peux pas dire qu'ils suivent une loi normale. Bon. Ce que je souhaite, c'est que ça me donne une distribution gaussienne. Donc, qu'ils suivent une loi. Que par exemple, si je prends le 4 et je le plonge à l'aide de l'encodeur, que je me retrouve, donc les 4 plongés dans la variété que j'obtiens, suivent une loi normale, une distribution gaussienne. Donc, chaque chiffre, les 4, ils seront là, les 2 à côté, etc. Et donc, après, je prends à partir de la moyenne et de l'écart type de sigma, je fais du sampling, un random sampling, et j'obtiens un Z. Et le Z,
va me permettre de reconstruire, mais maintenant sur la variété, pas autour de la variété, mais sur la variété, puisque je le projette, le 4. Et une petite remarque, pourquoi je fais ce passage entre mu, sigma, et j'utilise d'une manière aléatoire une technique pour obtenir Z. C'est justement pour parcourir un petit peu tout le voisinage, disons, autour de mu. À chaque fois, je fais aléatoirement, j'obtiens un Z. Z qui va, mais j'impose que Z suit une loi normale. Comment je vais l'imposer? Voilà, c'est la dernière diapositive. C'est que, en plus de la loss function qui permet de reconstruire le X, l'image en entrée, qui impose à ce que X' soit proche de X, et qui va automatiquement, par la magie un peu de la rétropropagation, va faire en sorte que le petit tenseur qui est là, le premier tenseur, ça va être mu, ça va être la moyenne, et que le deuxième tenseur, ça va être l'écart type. Bon. Parce qu'on reconstruit ici, et comme j'ai dit, donc on reconstruit, et donc ça va faire converger mu vers la moyenne et sigma vers l'écart type. Mais là, on a ajouté un autre terme à la loss function, voilà, DKL, qui, elle, va essayer de réduire, il est entre Z et une loi normale de centre zéro et l'identité, parce que je suppose que les différents termes de Z vont être indépendants. Et donc, je vais imposer, en mettant ici, ça c'est une pénalisation, c'est une régularisation un peu du système, qui va faire que Z doit suivre une loi normale. C'est ce que j'ai dit. On va l'imposer par donc la loss function. Et ça, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait ce DKL? Il fait en sorte que il mesure l'écart entre deux distributions de probabilité, P et Q, d'une manière générale. Là, on prend Z, qui suit une loi de probabilité au début quelconque, mais on parle, puisqu'on la met dans la loss function, on va lui imposer qu'il soit proche, qu'il se rapproche d'une loi normale. Et donc, voilà, le système va rapprocher Z d'une loi normale pour réaliser un peu ce que j'ai dit avant, pour avoir ça. D'accord? Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, sauf que, bien sûr, la KL divergence ou divergence entre P et Q, voilà, nous avons sa formule. La prochaine fois, peut-être, on peut aller beaucoup plus loin. Donc, je vous remercie. Si vous avez des questions, bien sûr, je suis là.